4 milliards et demi d'euros. C'est le montant qu'une femme a volé en 3 ans en utilisant une technologie qui n'existait pas. Vous pensez que les systèmes pyramidaux sont obsolètes? Pas du tout. Elles n'ont pas seulement évolué, elles sont devenues indestructibles. Je m'appelle Mr. Dark Web. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une enquête qui m'a fait revoir tout ce que je savais sur les escroqueries financières. En l'an 2023, dans les nouvelles de CoinDesk, il y avait une note intéressante. Bulgarian cryptocurrency queen remains on the run. La reine de la crypto-monnaie bulgare reste en fuite. Il s'agissait d'une certaine Ruja Ignatova et du projet OneCoin. Le nom ne disait rien, mais le chiffre des dégâts a attiré mon attention. Plus de 4 milliards d'euros, j'ai commencé à creuser. La première chose que j'ai faite a été de consulter les archives. La Wayback Machine a montré que le site web de OneCoin ressemblait à une bourse de crypto-monnaie typique. Mais plus je creusais dans les documents judiciaires du FBI, plus les choses devenaient claires. Cette crypto-monnaie n'avait jamais existé. Les documents du district sud de New York étaient dans le domaine public. J'ai lu l'acte d'accusation. Le système a fonctionné de 2014 à 2017. Les victimes achetaient des kits éducatifs pour lesquels elles recevaient des jetons OneCoin. Des jetons qui ne pouvaient être ni échangés, ni vendus, ni utilisés ailleurs. Du génie? Oui, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il n'était pas exceptionnel. J'ai commencé à chercher des cas similaires. Finico, 7 milliards de roubles de dommages et intérêts. S-Group en Ukraine, des dizaines de milliers de victimes. Forçage, 300 millions de dollars dans le monde. Et ce n'est que ce qui a fait la une des journaux. À 3 heures du matin, en feuilletant les rapports de la SEC et en lisant les archives de Bitcoin Talk, j'ai réalisé que je n'étais pas en présence d'une série d'escroqueries individuelles. Il s'agissait d'une évolution. Un nouveau type de prédateur financier qui avait appris à utiliser la technologie de manière à ce que les victimes elles-mêmes deviennent ses protecteurs. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un système inventé par un immigrant italien il y a un siècle à Boston est-il devenu une menace numérique mondiale? Pour comprendre cela, j'ai dû remonter aux origines même des systèmes pyramidaux, Charles Ponzi et ses coupons postaux, car ce n'est qu'après avoir étudié toute la chaîne de l'évolution que j'ai pu comprendre l'essentiel. Qu'est-ce qui a rendu les pyramides modernes pratiquement invulnérables? Et qui est à l'origine de la vague de nouveaux projets qui déferlent sur le monde en ce moment? Comme je l'ai dit, pour comprendre cela, il faut revenir au début. Nous devons comprendre qui était le célèbre Charles Ponzi et, plus important encore, pourquoi il est devenu une personnalité célèbre dans le monde entier, Boston, 1919. Un petit bureau sur School Street, au numéro 27. Sur la porte, on peut lire « Securities Exchange Company ». À l'intérieur se trouve un immigrant italien nommé Charles Ponzi et une idée qui changera à jamais le monde de la fraude financière. En parcourant les archives du Boston Globe dans la bibliothèque numérique, je suis tombé sur un article datant du 27 juillet 1920. Le titre était « Ponzi promet 1500 $ pour chaque 1000 en 90 jours ». Le journaliste écrit avec un scepticisme non dissimulé. Et il avait raison. Ponzi promettait un bénéfice de 50% en 45 jours. Il était censé gagner de l'argent grâce à l'arbitrage de coupons postaux internationaux en les achetant à bas prix en Italie et en les vendant cher en Amérique. Sur le papier, la combine semblait légitime. En réalité, les coupons postaux d'un tel montant n'existaient tout simplement pas. Mais voici ce qui m'a frappé dans les rapports de police. Ponzi était un génie du marketing. Il ne s'est pas contenté de promettre des bénéfices, il a fait sensation. Il a effectivement versé à ses premiers investisseurs les intérêts qu'il avait promis. Ceux-ci en ont parlé à leurs amis, les amis l'ont dit à leurs amis, et ainsi de suite. En l'espace de 7 mois, des files d'attente se sont formées. Les gens apportaient non seulement leurs économies, mais hypothéquaient également leurs maisons et vendaient leurs biens. À son apogée, la pyramide de Ponzi a attiré jusqu'à 1000 personnes par jour, 30 000 investisseurs, 40 millions de dollars, plus de 500 millions en monnaie d'aujourd'hui. Le projet s'est effondré en l'espace d'une semaine. Un journaliste a posé une question simple. Combien de coupons postaux faut-il pour réaliser un tel profit? Il s'est avéré qu'il en existait plus que dans le monde entier. Lorsque j'ai lu ces archives, ce qui m'a frappé, ce n'est pas la tromperie de Ponzi. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle son système s'est répandu. Pas d'internet, pas de médias sociaux, juste du bouche à oreille. Et pourtant, en l'espace de quelques mois, tout Boston était au courant. Ponzi a été la première personne au monde à créer un système pyramidal et à définir cette expression. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a établi 3 principes
qui fonctionnent encore aujourd'hui. La première est la promesse de super profits avec une explication plausible. La deuxième consiste à verser des fonds aux premiers investisseurs afin d'instaurer un climat de confiance. La troisième consiste à utiliser la cupidité et la pression sociale pour croître de manière exponentielle. Mais pourquoi ces principes, inventés il y a un siècle, fonctionnent-ils encore mieux aujourd'hui ? En fouillant dans les dossiers de l'affaire Ponzi, dans les archives de l'Office national des États-Unis, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Dans une déclaration à l'enquête, il a dit « Si j'avais un moyen de contacter instantanément des millions de personnes dans le monde, je serais plus riche que n'importe quel roi. » Ponzi rêvait de ce que les fraudeurs modernes possèdent depuis leur naissance. Un réseau mondial capable de transmettre un message à des milliards de personnes en quelques secondes. Mais entre la pyramide de Ponzi et la crypto-monnaie rouge, il y a eu une autre étape importante de l'évolution. Une étape qui a montré comment le chaos politique et la crise économique peuvent transformer des schémas primitifs en un désastre national. C'est ce qui s'est passé dans la Russie des années 90. Le nom de Sergueï Mavrodi est devenu synonyme de la plus grande pyramide de l'histoire de l'humanité. Rappelons l'histoire de Mavrodi et de son entreprise mondialement connue. We Can Do Much, abrégé MMM. Moscou, février de l'année 1994, toutes les chaînes de télévision diffusent une publicité. Chaque ticket MM vous rapportera 200 $ de revenus par mois. Le film montre une famille russe ordinaire qui achète une voiture avec l'argent des actions MMM. En étudiant les documents d'enquête de commerçants de ces années-là, je me suis rendu compte que Sergueï Mavrodi avait transformé une chaîne de Ponzi en un désastre national. Et il l'avait fait en utilisant 3 facteurs que l'escroc italien n'avait pas. La première est la télévision. Contrairement à Ponzi, qui devait compter sur le bouche à oreille, Mavrodi avait la possibilité d'atteindre instantanément des millions de téléspectateurs. Les publicités de MMM étaient diffusées 20 fois par jour sur toutes les chaînes centrales. Le budget publicitaire s'élève à 15 millions de $ pour les seuls premiers mois. La seconde est le chaos politique. L'année 1993, la fusillade de la Maison Blanche à Moscou. L'effondrement économique, les gens perdent confiance dans l'État, dans les banques, dans le rouble. Dans ce contexte, le MMM apparaît comme une planche de salut. L'État nous a trompés, les banques sont en faillite, mais Mavrodi paie. Tel était le raisonnement de millions de personnes. Le troisième est l'analphabétisme financier de masse. Dans les documents des enquêtes sociologiques de ces années-là, j'ai trouvé une statistique choquante. 80% des Russes ne comprenaient pas ce qu'étaient les actions. 70% ne comprenaient pas ce qu'étaient les dividendes. MMM ne vendait pas d'actions au sens juridique du terme, mais de simples billets avec la promesse d'un remboursement à un prix croissant. Le résultat a dépassé toutes les attentes. À l'été 1994, 10 à 15 millions de personnes avaient investi dans MMM. Imaginez un habitant de la Russie sur 10. Le montant des dépôts, selon diverses estimations, de 40 à 85 000 milliards de roubles non libellés. Mais ce qui m'a le plus frappé dans les documents d'archives, ce n'est pas l'ampleur, mais la psychologie. Lorsque MMM a cessé de verser de l'argent en juillet 1994, les gens n'ont pas demandé à être remboursés. Ils ont exigé la reprise du système pyramidal. En août, des milliers de déposants se sont rendus au bureau de MMM sur Varshavskoye chaussée. Ils portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous croyons Mavrodi » et « Sauver MMM ». En lisant les rapports des Izvestia de l'époque, je me suis rendu compte que Mavrodi avait réussi ce dont Ponzi avait rêvé. Il avait transformé les victimes en alliés fanatiques. En outre, en décembre 1995, Mavrodi a été élu à la Douma d'État sur la vague antigouvernementale. Son slogan « L'État a détruit le MMM, je rétablirai la justice ». Du génie? Absolument. Mais la chose la plus intéressante a commencé plus tard. En 2011, lorsque Mavrodi a lancé MMM 2011, cette fois-ci par le biais d'Internet, il y a eu un saut qualitatif dans l'évolution des pyramides. En étudiant les dossiers dans les archives du ministère russe de l'Intérieur, j'ai découvert que le nouveau MMM opérait dans 30 pays en même temps, de l'Inde au Nigeria. Les victimes se transféraient elles-mêmes de l'argent entre elles via WebMoney et Bitcoin. Il n'y avait pas de compte central, les fonds circulaient indirectement entre les participants. C'était une révolution. Mavrodi a compris ce que les autres escrocs n'ont pas compris, il n'est pas nécessaire de garder l'argent pour soi.
Il suffit d'organiser un système où les victimes se trompent entre elles. Et il restera dans l'ombre comme idéologue et coordinateur. 300 000 victimes dans le monde entier. Et pas un seul dollar sur les comptes de Mavrodi. Lorsque j'ai analysé ce schéma, un puzzle s'est formé pour moi. Mavrodi a montré comment utiliser 3 nouveaux outils. Les médias de masse pour un accès instantané au public. Le chaos politique pour légitimer la méfiance à l'égard du système. Internet pour créer une structure décentralisée sans point central de défaillance. Mais même Mavrodi ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer ensuite. Il ne pouvait pas imaginer comment les crypto-monnaies transformeraient son modèle décentralisé en quelque chose de fondamentalement nouveau. Et c'est là que commence la partie la plus intéressante de l'histoire. Car ceux qui ont suivi Mavrodi ont créé la technologie qui rend les pyramides modernes pratiquement invulnérables. Le 3 janvier de l'année 2009, un document apparaît sur le web qui bouleverse le monde de la finance. 9 pages de description technique intitulée « Bitcoin, a peer-to-peer electronic monetary system », rédigé par l'énigmatique Satoshi Nakamoto. En étudiant les premières discussions sur le Bitcoin sur le forum Cryptographie, je me suis rendu compte que les créateurs des crypto-monnaies voulaient construire un système financier honnête sans intermédiaire. Ils ne se doutaient pas qu'ils donnaient aux fraudeurs l'arme la plus puissante de l'histoire. En effet, les crypto-monnaies ont résolu 3 problèmes majeurs auxquels Ponzi et Mavrodi étaient confrontés. Premier problème, les empreintes de pas. Lorsque Ponzi transférait de l'argent par l'intermédiaire des banques, chaque transaction laissait des traces écrites. Documents bancaires, chèques, reçus, tous ces éléments ont finalement conduit l'enquête jusqu'à ses comptes. Mavrodi a été plus malin. Il a utilisé l'argent liquide et le troc. Mais cela aussi avait ses limites. Les crypto-monnaies ont donné un pseudonyme. Toutes les transactions semblent être visibles dans la blockchain, mais relier un portefeuille à une personne réelle est une tâche distincte. Et si vous utilisez des mélangeurs comme Tornado Cash ou Blender.io, le suivi devient une tâche infernale. En lisant les rapports de Chainalysis sur les flux de crypto-monnaies Cell, j'ai découvert qu'en 2022, plus de 20 milliards de dollars sont passés par les mixeurs. Sur cette somme, moins de 10% ont pu être tracés. Le deuxième problème est celui des limites. Ponzi avait un problème. Il ne pouvait travailler qu'à Boston, tout au plus aux États-Unis. Mavrodi ne pouvait travailler que dans l'ex-Union soviétique. Pour se développer, il faut ouvrir des bureaux, embaucher du personnel, obtenir des licences. Les crypto-monnaies ont supprimé les restrictions géographiques. En un clic, vous pouvez envoyer $1 million de Londres à Tokyo, en contournant toutes les banques et tous les régulateurs. Pas de visa, pas de licence, pas de loi sur les devises. De plus, ce sont les victimes elles-mêmes qui s'adressent aux escrocs. Il suffit de créer un site web, de placer des annonces dans les réseaux sociaux en 30 langues et vous attirerez des investisseurs du monde entier. Le troisième problème est celui de la confiance. La tâche la plus difficile de tout système pyramidal est de convaincre les gens de donner de l'argent à un étranger. Ponzi a résolu ce problème grâce à son charme personnel et à ses recommandations. Mavrodi l'a fait par le biais de publicités télévisées et d'explications pseudo-scientifiques. Mais les crypto-jackers ont trouvé un meilleur moyen, le fétichisme technologique. Blockchain, contrats intelligents, DeFi, NFT. Ces mots ont une consonance tellement scientifique et complexe que la plupart des gens leur font automatiquement confiance. Si c'est basé sur la blockchain, c'est que c'est digne de confiance, pensent les victimes. Surtout, les crypto-monnaies ont créé l'illusion d'une transparence totale. Toutes les transactions sont visibles dans la blockchain, il est impossible de tricher. En réalité, seuls les mouvements entre portefeuilles sont visibles. Ce qui se cache derrière chaque adresse est un mystère derrière cette sceau. En étudiant la documentation technique du projet Forsage dans les archives GitHub, je me suis rendu compte que les pyramides cryptographiques modernes utilisent les contrats intelligents non pas pour l'honnêteté, mais pour le camouflage. Le code semble complexe et scientifique, mais il remplit en fait la fonction la plus simple: redistribuer l'argent des participants tardifs aux participants précoces. Mais le plus ingénieux, c'est qu'ils ont transformé les victimes en évangélistes. Dans un système pyramidal classique, les gens sont motivés par l'argent. Dans une pyramide cryptographique, ils sont également motivés par l'idéologie. Nous construisons les finances du futur, nous combattons le système bancaire. C'est une révolution. Les victimes ont l'impression de ne pas être des pigeons, mais les pionniers d'une nouvelle ère. Le résultat a dépassé toutes les attentes. En 2023, la part des crypto-monnaies dans les pyramides financières atteignait 48%. En Russie, c'est plus de 80%. Mais en fouillant dans les documents judiciaires de OneCoin,
Finico et de dizaines d'autres projets, un sentiment étrange a commencé à m'envahir. Trop de coïncidences, trop de projets similaires, trop de lancements synchronisés. Et puis je me suis demandé, et s'il ne s'agissait pas simplement d'évolution? Et s'il y avait quelque chose de plus derrière la vague de crypto-pyramides qu'un simple progrès technologique? La réponse à cette question m'a conduit à des découvertes qui m'ont fait repenser tout ce que je savais sur la fraude financière moderne. Pour comprendre à quel point les systèmes pyramidaux modernes sont devenus parfaits, examinons 3 cas. 3 cas qui montrent que les crypto-monnaies ont fait de la fraude financière une science exacte. Premier cas, OneCoin, la crypto-monnaie qui n'existait pas. L'année 2014, Bulgari Ruže Ignatova, docteur en droit d'Oxford et ancienne consultante de McKinsey, lance une crypto-monnaie révolutionnaire. Et le site web a l'air professionnel, le livre blanc est truffé de termes techniques. Les promesses sont modestes, pas des milliers de pourcents de bénéfices, mais une croissance stable comme le Bitcoin. En étudiant les documents du FBI, je me suis rendu compte que OneCoin était brillant précisément en raison de sa simplicité. Pas de blockchain, pas de mineurs. Juste une base de données sur un serveur à Sofia où les chiffres changeaient en un clic de souris. Mais les victimes ne le savaient pas. Elles ont acheté des kits d'éducation en crypto-monnaie pour des euros et ont reçu des jetons OneCoin. Ces jetons ne pouvaient être ni retirés, ni échangés, ni utilisés. Mais il était possible d'en cultiver de nouveau en invitant des amis. 4,5 milliards d'euros en 3 ans. 3 millions de victimes dans le monde. Ruže a disparu en 2017 et est toujours recherché par le FBI. Deuxième cas, Finico, un système pyramidal doté d'une intelligence artificielle. La 2019e année, Tatarstan, Kirill Doronin, un programmeur de 25 ans, crée la plateforme d'investissement Finico. Légende, le réseau neuronal négocie sur les bourses de crypto-monnaies et rapporte jusqu'à 30% par mois. En lisant les documents d'enquête dans les archives du bureau du procureur général de Russie, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de réseau neuronal. L'argent était simplement redistribué entre les participants dans le cadre d'une pyramide de Ponzi classique. Mais l'emballage était parfait. Un site web avec des graphiques de profit en temps réel. Une application mobile avec des notifications push sur les AI trades. Des canaux Telegram avec des idées de traders. Les victimes avaient l'impression de faire partie d'un club d'élite d'investisseurs en technologie. 7 milliards de roubles de dégâts, 70 000 victimes. Doronin a été arrêté, mais la majeure partie de l'argent n'a pas été retrouvée. Il est passé par des bourses de crypto-monnaies dans des dizaines de pays. Troisième cas, S-Group est une crypto-banque ukrainienne. 2022e année, Ukraine. Sur fond de guerre et d'instabilité économique, S-Group, la première crypto-banque ukrainienne, apparaît. Elle promet de 7 à 12% par mois sur les investissements dans sa propre crypto-monnaie. En analysant les archives des médias ukrainiens, j'ai trouvé les détails de la combine. Les clients achetaient des jetons S-Coin fictifs qui n'étaient cotés sur aucune bourse. Toutes les transactions étaient effectuées par l'intermédiaire de la plateforme interne de l'entreprise. Le taux de change augmentait chaque jour grâce à des investissements fructueux. En réalité, S-Coin n'existait que dans la base de données de S-Group, mais les victimes voyaient leur investissement fructifier, percevaient des intérêts et faisaient venir des amis. Le programme de parrainage prévoyait des primes pour chaque nouveau client. Des dizaines de milliers de victimes. Les paiements ont cessé au début de l'année 2024. Les fondateurs ont disparu avec l'argent, 3 pays différents, 3 périodes différentes, 3 légendes différentes. Mais lorsque j'ai comparé les modèles de travail, j'ai été frappé par la quantité de chevauchements. Tous ont utilisé des crypto-monnaies ou des jetons fictifs. Toutes les plateformes étaient internes et n'avaient pas accès à des échanges externes. Tous ont fait l'objet d'une promotion active par le biais des médias sociaux et des blogueurs. Tout le monde a promis des technologies révolutionnaires, blockchain, IA, algorithmes quantiques. Tous disposaient de programmes d'orientation agressifs. Tous ont disparu presque simultanément au premier signe de difficulté. Mais le plus intéressant est l'aspect technique. En étudiant le code des sites dans les archives de GitHub et de Wayback Machine, j'ai découvert que beaucoup utilisaient des modèles identiques, des algorithmes similaires, des modules identiques pour la gestion des utilisateurs. C'est comme si quelqu'un avait créé un constructeur de pyramide de crypto-monnaies et l'avait distribué aux escrocs du monde entier. De plus, lorsque j'ai analysé les dates de lancement de dizaines de projets, j'ai remarqué une tendance.
Les nouveaux projets sont apparus par vagues. La première vague s'est déroulée de 2014 à 2016, la deuxième de 2019 à 2021. La troisième vague commence en ce moment même. Un accident? Je ne pense pas que ce soit le cas. Car lorsque j'ai commencé à creuser, à chercher des connexions entre les organisateurs, à analyser les flux de crypto-monnaies, à étudier les données d'enregistrement des domaines, une image a commencé à se dessiner devant moi, qui expliquait tout. Les systèmes pyramidaux modernes n'ont pas seulement évolué, elles font désormais partie de quelque chose de plus grand, un système, un secteur d'activité, peut-être même un réseau qui s'étend sur toute la planète. Cette découverte m'a permis de comprendre ce qui les rend vraiment invulnérables. J'avais donc toutes les pièces du puzzle sous les yeux. Des coupons postaux de Ponzi aux jetons fictifs de Roger Ignatova, 100 ans d'évolution de la fraude financière. Et j'ai enfin compris ce qui rendait les pyramides modernes pratiquement invulnérables. Il s'est avéré que le secret ne résidait pas dans une seule technologie, mais dans une combinaison de plusieurs d'entre elles. Le premier niveau de protection est le pseudonymat technologique. Les crypto-monnaies ont donné aux fraudeurs ce dont rêvaient les auteurs de pyramides de Ponzi, la possibilité de transférer des millions tout en restant dans l'ombre. Lorsque j'ai retracé les chemins des mouvements d'argent grâce aux analyseurs de blockchain, l'image est devenue claire, les fonds passent par des dizaines de portefeuilles, de mélangeurs et d'échanges décentralisés. Lorsqu'ils sont transférés en monnaie fiduciaire, il est presque impossible de relier la transaction à une personne spécifique. Le deuxième niveau est le flou géographique. Les pyramides classiques ont toujours eu un centre, le bureau de Ponzi à Boston, le siège de MMM à Moscou. Les systèmes modernes n'ont pas d'emplacement physique. Les serveurs se trouvent dans un pays, les domaines sont enregistrés dans un autre, les fondateurs vivent dans un troisième, les victimes dans le monde entier. Lorsque OneCoin a commencé à faire l'objet d'une enquête en Bulgarie, les opérations ont été transférées à Dubaï. Lorsque les problèmes ont commencé dans les Émirats arabes unis, ils ont été transférés à Singapour. Rouge pouvait gérer un empire de 4 milliards de dollars à partir d'un ordinateur portable où qu'il se trouve sur la planète. Le troisième niveau est le camouflage psychologique. L'invention la plus ingénieuse consiste à transformer les victimes en évangélistes. Les pyramides modernes ne vendent pas seulement du profit, mais aussi de l'idéologie. Révolution dans la finance, lutte contre le système bancaire, technologie du futur. Les victimes de Finico ne se contentaient pas d'investir de l'argent. Elles croyaient construire un monde nouveau. Lorsque le projet s'est effondré, beaucoup ont continué à le défendre sur les réseaux sociaux, accusant les envieux et le système d'en être responsables. Le quatrième niveau est celui de la complexité technique. Blockchain, contrat intelligent, protocole DeFi, ces termes ont une consonance tellement scientifique que la plupart des gens leur font automatiquement confiance. Les victimes pensent, si le code est ouvert et sur GitHub, alors tout est juste. En réalité, le code peut être parfaitement légal et fonctionner comme un système pyramidal classique. Le cinquième niveau est une structure décentralisée. Les systèmes modernes ne conservent pas l'argent au même endroit. Les fonds circulent entre les participants directement par le biais de contrats intelligents. Lorsque les autorités tentent de trouver le compte principal, celui-ci n'existe tout simplement pas. Il existe des milliers de petits portefeuilles reliés par un algorithme. C'est cette combinaison qui a rendu les crypto-pyramides invulnérables. Elles ont résolu tous les problèmes auxquels Ponzi et Mavrodi étaient confrontés. Voilà la formule de la pyramide parfaite du XXIe siècle. Lorsque j'ai réalisé cela, j'ai ressenti une étrange satisfaction. Le mystère avait été résolu. L'évolution des pyramides de Ponzi primitives vers des crypto-machines de tromperie de haute technologie est logique et prévisible. Chaque nouvel outil, la télévision, l'internet, les crypto-monnaies, a rendu les pyramides plus sophistiquées. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé les écrans de données. Des centaines de systèmes, des milliards de dollars volés, des millions de victimes. Une image triste mais compréhensible du progrès technologique entre les mains des fraudeurs. L'enquête semblait terminée, le mystère de l'invulnérabilité des pyramides modernes était résolu. Mais je ne savais pas alors que je ne voyais que la partie émergée de l'iceberg. Alors que j'étais sur le point de fermer mon navigateur, mes yeux se sont arrêtés sur un détail des données WOA qui m'avaient échappé auparavant. Pour ceux qui ne le savaient pas, le WOA est comme le passeport d'un site web. Il indique qu'il a enregistré, quelle adresse électronique a été utilisée et quand il a été créé. Ces données sont accessibles à tous. Le domaine de Finico a été enregistré par Namecheap. C'est le cas habituel.
Mais un courriel familier apparaît dans le champ contact administratif. J'ai vu la même adresse dans les détails d'enregistrement de S-Group et de OneCoin. Et 7 autres projets sur ma liste. J'ai commencé à vérifier des dizaines de domaines dans les archives Oui. Peu à peu, une image incroyable s'est dessinée. Quelqu'un a coordonné le lancement des projets dans le monde entier. Quelqu'un a fourni aux fraudeurs non seulement la technologie, mais aussi l'infrastructure. C'est alors que j'ai compris que mon enquête n'était pas terminée. J'ai passé 3 jours à fouiller dans les archives Wise, à rassembler des données. L'image qui en est ressortie m'a choqué. Il n'y avait pas que Finico, OneCoin et S-Group qui étaient reliés par la même adresse électronique. J'avais devant moi un réseau de 47 projets répartis dans le monde entier, de l'Europe à l'Asie, de l'Amérique latine à l'Afrique, mais ce n'était que le début. Après avoir analysé les données des fournisseurs d'hébergement dans des bases de données publiques, j'ai constaté que la plupart de ces sites utilisaient les serveurs d'un petit nombre d'entreprises. Et toutes ces sociétés étaient liées à une seule structure mère, une société holding située à Singapour, ce qui suit va plus loin. En étudiant les archives GitHub, où de nombreux projets ont placé leur code, j'ai trouvé des dépôts avec des modules identiques, système d'enregistrement des utilisateurs, algorithme de calcul des intérêts, interface pour les bureaux, tout était créé dans le même style et sortait des mêmes mains. C'était comme s'il y avait une chaîne de montage de systèmes pyramidaux. C'est alors que j'ai commencé à chercher des gens. Le premier indice était que le domaine OneCoin était enregistré auprès d'une société écran au Belize. En consultant les bases de données d'enregistrement des sociétés, j'ai trouvé le directeur, un certain Michael K. Cette même personne figurait sur la liste des directeurs de 8 autres sociétés liées à des projets de crypto-monnaie. Le deuxième indice est que le dossier Finico mentionne un consultant en sécurité informatique, André Ici. Après une recherche sur LinkedIn et dans des bases de données publiques, j'ai découvert qu'il travaillait comme directeur technique dans une société qui développait des plateformes pour des projets financiers innovants. Le troisième indice est le plus important. Les documents judiciaires relatifs à l'affaire S-Group font état d'un auditeur indépendant nommé Dimitri R. Cette personne vérifiait la fiabilité du plan d'investissement. Mais lorsque j'ai consulté sa biographie, il s'est avéré qu'il s'agissait du même auditeur qui avait confirmé la stabilité financière de OneCoin et de 12 autres projets. En fouillant encore plus profondément dans les registres publics des entreprises et les bases de données des tribunaux, j'ai trouvé ce que je cherchais. Toutes ces personnes avaient une structure en commun. Un groupe international de conseil dont le siège se trouve à Dubaï et qui possède des succursales à Singapour, à Chypre et au Panama. Officiellement, ils étaient engagés dans le conseil technologique pour les startups de la FinTech. Officieusement, ils créent des systèmes pyramidaux prêts à l'emploi sur commande. Leurs services comprennent plateformes techniques, sites web prêts à l'emploi avec un système d'enregistrement, des comptes d'utilisateurs, des simulations d'échange, emballage juridique, enregistrement de sociétés dans des juridictions offshore, préparation de documents, obtention de licences dans des juridictions amies, soutien marketing, création d'une légende du projet, production de matériel promotionnel, liaison avec les blogueurs et les influenceurs, sécurité technique, mise en place de serveurs, protection contre les pirates informatiques, système de blanchiment d'argent par le biais de mélangeurs de crypto-monnaies, post-production, aider le projet à se terminer et les fondateurs à disparaître au premier signe de difficulté, service complet, franchise de fraude. En étudiant leur liste de prix dans les archives du Darknet, j'ai découvert que le coût du paquet de base allait de 50 à 100 000 $. Pour cette somme, le client recevait un système pyramidal prêt à l'emploi, capable de rapporter des millions. La rentabilité est exprimée en milliers de pourcents. Mais la découverte la plus choquante a eu lieu à la fin. En analysant les flux financiers à l'aide d'analyseurs de blockchain, j'ai réalisé que ce groupe ne se contentait pas de vendre des services. Il percevait un pourcentage sur chaque somme volée. Rouget Ignatova, Kirill Doronin, les créateurs de S-Group, tous n'étaient pas des fraudeurs indépendants, mais des franchisés, des exécutants dans un système global. Les vrais maîtres sont restés dans l'ombre, récupérant leur part des milliards d'argent volés et préparant de nouveaux projets. Et puis j'ai compris l'essentiel. Les pyramides financières modernes sont devenues invulnérables non seulement grâce à la technologie, mais aussi grâce à l'industrialisation. Elles sont devenues invulnérables grâce à l'industrialisation. La fraude est devenue un business, une entreprise, une machine à frauder. Pendant que les autorités attrapent les fraudeurs individuels, les véritables marionnettistes préparent déjà la prochaine vague.
Et à en juger par l'activité sur le Darknet que j'ai suivie ces dernières semaines, cette vague sera la plus destructrice de l'histoire. Cette fois, les escrocs ont l'intention d'utiliser l'intelligence artificielle. De nouveaux systèmes analyseront vos profils de médias sociaux, détermineront votre type psychologique et créeront une tromperie personnalisée. Pour les amateurs de technologie, blockchain révolutionnaire. Pour les conservateurs, investissement stable. Pour les jeunes, des crypto-jeux rémunérateurs. La technologie deepfake créera une armée de faux investisseurs prospères qui vanteront leurs profits dans des témoignages vidéo. Il deviendra impossible de discerner les faux. Ce n'est plus une simple escroquerie. C'est une industrie qui réalise un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui utilise les technologies les plus avancées de la planète. Comment se protéger? N'investissez jamais dans des projets qui promettent plus de 10 à 15% par an. Vérifiez les licences en consultant les registres officiels des autorités de régulation. Si vous êtes activement persuadé, c'est un signal d'alarme. Résumons maintenant mon enquête. En 100 ans, les pyramides sont passées du stade de pyramide de Ponzi primitive à celui de société mondiale de tromperie. La technologie les a rendues de plus en plus sophistiquées et invulnérables. Mais nous avons un avantage, la connaissance. Vous savez maintenant comment ils fonctionnent. Partagez cette information, prévenez vos proches, car vous pourriez être la prochaine victime. Comme toujours, votre monsieur Dark Web.